Une rapide introduction déjà pour poser le pourquoi on est là et un peu la genèse du projet pour nous. Donc, ce qui nous réunit ce soir, c'est un livre, c'est Le Capital au XXIe siècle de Thomas Piketty. Donc, Thomas Piketty est un économiste français de 45 ans, dont les travaux tout au cours de sa carrière ont toujours été centrés autour de cette thématique de la répartition de la richesse, des inégalités du coup de répartition de la richesse et de la fiscalité permettant effectivement de faire évoluer la répartition de la richesse. Et donc son ouvrage, Le Capital au XXIe siècle, fait une sorte de synthèse, une compilation de tous les travaux qu'il a fait effectivement avec l'aide d'autres chercheurs. Et donc ce livre dévoile et analyse pour la première fois de manière assez inédite des données sur longue période et pour un ensemble assez nombreux de pays dans le monde sur l'évolution des inégalités de richesse. Et à la lecture de ce livre, donc après sa parution en 2013, il nous a semblé important à toutes les trois que ces données elles soient connues de tout citoyen dans les pays démocratiques. C'était un peu ça l'idée de notre démarche initiale, c'était de se dire qu'on reconnaît le droit aux citoyens dans les pays démocratiques de penser, réfléchir et agir par son vote, par ses actions, pour orienter sa société dans un sens qu'il juge étant le meilleur. Or, pour que ce droit de penser, d'agir, de réfléchir soit effectif, il faut que l'information sur la société, sur la réalité, soit disponible et soit connue et accessible de tous. Alors voilà, l'information sur la répartition des richesses, elle était peu abondante et ce livre permet justement de remédier à ce problème-là. En revanche, maintenant que l'information est disponible, il nous a semblé important qu'elle soit accessible. Or, ce livre, par exemple, il demande du temps, il demande de la disponibilité et un certain savoir-faire, effectivement, que tout le monde n'a pas. Donc, il nous a semblé, nous, à notre portée, parce qu'on a été formés à ça, mais aussi de notre devoir, parce que notre formation, elle a été permise et financée par la collectivité, de rendre en quelque sorte cette formation en transmettant ce qu'on a estimé, encore une fois c'est très partiel, être le plus important pour nous de cet ouvrage. Donc on insiste un peu sur ce point-là, le livre est très dense en fait, il va au fond de tout un tas de questions qu'on ne va pas pouvoir aborder ce soir. On va se limiter à présenter pour nous ce qui nous ont semblé être les principaux enseignements de cet ouvrage-là, et notamment on va se limiter aux données qui concernent la France. Mais évidemment, son livre à Thomas Piketty et le squelette de notre présentation aujourd'hui, ça va être effectivement d'observer, son livre traite des inégalités et de l'évolution des inégalités économiques. Et il montre, Piketty, qu'après une période de réduction des inégalités, il semblerait qu'on aille vers une répartition de plus en plus inégalitaire de la richesse, au niveau mondial, mais aussi en France. Et on souhaitait démarrer cette présentation par une réflexion sur le pourquoi un tel livre et pourquoi se poser la question des inégalités. Parce que Piketty ne nous dit pas que les inégalités sont problématiques en elles-mêmes. Il dit qu'en fait, il existe dans toutes les sociétés des inégalités qui peuvent être justifiées par différentes valeurs, différents principes et qui font qu'elles sont plus ou moins bien acceptées. En revanche, ce qu'il dit dans son ouvrage et ce qu'il met en valeur, c'est qu'au-delà d'un certain niveau, les inégalités dans une société vont poser problème. Et on a vu que, pour nous, on a dégagé trois principaux axes comme problématiques que peuvent poser les inégalités. Tout d'abord, pour Piketty, les inégalités vont poser problème dès lors beaucoup d'inégalités apparaissent comme n'étant pas justifiées. Alors, on nous dit que les inégalités peuvent ne pas être justifiées parce qu'elles peuvent apparaître comme étant complètement aujourd'hui déconnectées du mérite ou alors complètement déconnectées de la productivité des individus. Et effectivement, quand on observe les inégalités dans les répartitions de la richesse, et Piketty insiste beaucoup sur ce point, on ne voit pas réellement de corrélation entre le mérite des individus et leur niveau de richesse. On dit souvent que du coup, les richesses pourraient provenir des qualités des individus et de leurs efforts au travail. En vérité, ce que montre Piketty dans son livre, c'est que 70% des patrimoines aujourd'hui sont des patrimoines hérités. Donc qui ne proviennent pas du travail et des efforts fournis par les individus, mais d'un héritage. Et quand bien même ce serait du coup le fruit du mérite de nos ancêtres, il explique que voilà, ce serait un mérite qui serait payé très cher et pendant très longtemps. Et il prend également quelques exemples. Il nous montre que la fortune de Bill Gates, par exemple, est passée
C'est de 4 milliards à 50 milliards de dollars entre 1990 et 2010, alors même que sur cette période, il a réduit puis complètement arrêté son activité. Il prend aussi l'exemple encore peut-être plus marquant de Liliane Bettencourt qui, sur la même période, a vu son patrimoine passer de 2 milliards à 25 milliards alors qu'elle n'a effectivement jamais travaillé. Et donc pour Piketty, quand les inégalités, quand de telles différences en fait, de possession s'installent entre les individus sans qu'elles soient réellement motivées par le mérite, ça va poser effectivement un problème de justice sociale. Et il nous dit aussi qu'on a effectivement, quand on assiste à des augmentations des inégalités, comme on observe notamment depuis les années 90, le développement des salaires, notamment des cadres supérieurs, on n'a pas assisté à une augmentation de la productivité des cadres supérieurs. Et il compare notamment le fait que les rémunérations des cadres supérieurs sont beaucoup plus élevées, enfin leurs augmentations ont été beaucoup plus élevées aux États-Unis qu'en France. Pour autant, on ne voit pas du tout de corrélation, on ne voit pas une meilleure productivité chez les cadres américains par rapport aux cadres français. Et il dit que là aussi, effectivement, ça pose problème quand on voit des rémunérations qui décrochent par rapport aux autres sans que ça ne soit justifié par des écarts de productivité. Donc il y a déjà un problème de justice sociale. Il identifie par ailleurs un deuxième problème qui est un problème, je dirais plutôt de cohésion sociale et de mise à mal de la démocratie. Les inégalités économiques entraînent avec elles toute une série d'inégalités, notamment des inégalités d'accès aux soins, d'accès au logement, d'accès à la santé, d'accès à la consommation. Et quand on a dans une société un tel développement d'inégalités, quand il s'agit d'accès à de satisfaction de besoins fondamentaux, ça crée vraiment un terrain très propice à des tensions et des conflits sociaux assez aigus. Et là, il rejoint les travaux d'autres chercheurs en sciences sociales qui montrent qu'on a effectivement une corrélation très forte entre le niveau de tension, le niveau de conflit dans une société et le niveau des inégalités. On pense notamment aux États-Unis, effectivement, il a été montré qu'entre différents États américains, le taux d'homicide, le taux de délinquance était beaucoup plus élevé à mesure que les États étaient marqués par des inégalités économiques élevées. Donc là aussi, on a un danger effectivement démocratique important, accentué par le fait que si on laisse se développer la très grande richesse, on laisse une certaine fraction de la population, en l'occurrence les personnes les plus aisées d'une société, accéder à un certain pouvoir politique important, de par leur capacité à financer les partis politiques, à financer les groupes d'influence, les lobbies, à financer les groupes de réflexion. Et donc on laisse une partie de la population peser plus forte que les autres dans les décisions politiques, alors même que c'est cette partie de la population qui a vocation à conserver l'inégale répartition des richesses. Et ça pose un vrai problème, il le dit, de représentativité en fait, démocratique. Si on laisse se développer un trop grand pouvoir politique pour une fraction de la population uniquement. Et dernière chose qu'il évoque pour dénoncer les dérives que pourrait poser un développement trop important des inégalités, il identifie en fait le rôle du développement des inégalités, mais comme l'ont fait d'autres chercheurs et notamment d'autres économistes, le rôle du développement des inégalités dans la survenue, dans l'occurrence de crises, notamment de crises financières. Et notamment au sujet de la crise des subprimes, donc la crise qui a eu lieu en 2007, il montre que d'avoir laissé se développer les écarts de richesse, donc le développement de la pauvreté, du coup dans les couches populaires, qui a poussé effectivement ces couches populaires pour accéder à la consommation, par exemple à s'endetter. Le fait que dans le même temps, les très hauts revenus, et notamment du capital, aient progressé, qui a poussé les détenteurs de capitaux à prendre aussi des risques de plus en plus importants. Tout ça, effectivement, a amené à la crise financière qu'on a connue en 2007. Donc il met aussi en garde contre ça, contre le fait que le développement des inégalités pose problème du point de vue de la justice sociale, parce qu'elles ne sont pas toujours connectées au mérite ou à la productivité, met à mal la démocratie, met à mal la cohésion sociale, et possiblement, effectivement, sont porteurs de fortes instabilités financières. Donc voilà, pour toutes ces raisons, il nous dit qu'il faut effectivement être vigilant au développement des inégalités et propose dans son ouvrage d'en faire l'analyse, d'en faire le constat, de regarder l'évolution et de voir quelles sont les dynamiques, les différentes forces qui sont à l'œuvre pour expliquer ces évolutions. On va commencer un petit peu cette première partie en rappelant le vocabulaire élémentaire qu'utilise Piketty.
et utilise aussi beaucoup d'économistes, et on va commencer notamment avec cette notion de richesse. Alors qu'est-ce que c'est que la richesse pour les économistes? La richesse pour les économistes, c'est la production qui résulte d'une activité humaine. Nous produisons du coup des biens et des services, et pour produire ces biens et ces services, on va avoir recours dans un premier temps à de la main-d'œuvre, ce qu'on appelle du facteur travail, et on va aussi avoir recours à des outils, à des machines, à des locaux. C'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle le facteur capital. Alors, en mobilisant les deux, c'est ce qu'on appelle la combinaison productive. On arrive à générer un niveau de production, lequel va être évalué généralement sur une année et sur un pays, avec un indicateur qu'on appelle le PIB, produit intérieur brut. Donc en mobilisant à la fois de la main-d'œuvre, facteur travail, et également des locaux, des machines, facteur capital, on atteint un niveau de production qui est évalué annuellement sur un territoire, généralement un pays, qu'on appelle le PIB. Alors par exemple, en France, pour l'année 2014, on a un PIB qui atteint environ 2100 milliards d'euros. Donc vous avez sur cette première diapo les niveaux de richesse générés sur le territoire français sur plusieurs années consécutives. Donc on commence d'abord en 2009, 1960 milliards d'euros, et 2052 milliards d'euros pour l'année 2013. À partir de là, on peut se demander ce que c'est que la croissance. Qu'est-ce que c'est que la croissance économique pour nous économistes? Alors, quand on a un niveau de richesse, un niveau de production qui est identique sur plusieurs années consécutives, on n'est pas sur une phase de croissance puisqu'on a une stabilisation du PIB. On va parler de croissance qu'à partir du moment où le PIB augmente, et ce, sur plusieurs années consécutives. Et un exemple un petit peu qu'on peut souvent citer, qu'on cite nous, c'est la période des Trente Glorieuses, où là, sur plusieurs années consécutives, on a eu une augmentation continue du PIB d'une année par rapport à l'autre. Alors, très rapidement aussi, il faut dédramatiser un petit peu cette idée qu'il faille avoir une croissance qui est importante. On peut très bien avoir sur longue période une hausse très importante du PIB, alors même qu'on a des taux de croissance qui sont relativement faibles, proches de 1-2%. Alors, on a réfléchi un petit peu à un petit exemple. Donc là, vous avez, on part de l'année 2010 et on suppose un niveau de PIB, un niveau de richesse de 100 euros. Si on part avec l'idée que le taux de croissance annuel du PIB est de 1%, c'est-à-dire que le PIB augmente de 1%, un an plus tard, en 2011, on atteint un PIB de 101 euros. Toujours avec cette hypothèse de départ, ce plan de départ avec un PIB de 100 euros en 2010, en 2040, soit 35 ans plus tard, le PIB augmente de 35%. Et autre scénario, 70 ans plus tard, le PIB doublerait si on avait un taux de croissance annuel de 1% par an. Ce qui veut dire que même avec des taux qui sont relativement faibles, on arrive sur longue période à avoir une hausse qui est relativement admirable de la richesse qu'on peut potentiellement générer sur un territoire. Par ailleurs, ce qu'il faut aussi prendre en considération, c'est qu'il faut mettre en parallèle les évolutions du PIB avec les évolutions démographiques. Et que si on a sur un laps de temps donné un PIB qui double, et que parallèlement la population double également, au final, on a une stabilisation du niveau de richesse par habitant. Donc ce qui veut dire qu'on doit espérer avoir un niveau de richesse qui augmente beaucoup plus rapidement que le niveau de la population pour pouvoir voir un niveau de richesse par tête qui s'élève. Et lorsqu'on regarde un petit peu empiriquement les données, on sait qu'en France, depuis 1982, la population augmente annuellement de 0,5%. Ce qui veut dire assez simplement qu'il faudrait que le PIB ait augmenté chaque année de 0,5% par an pour qu'on ait une stabilisation du PIB. C'est ce qu'on a pu observer effectivement dans les faits. Alors, deuxième sous-partie de notre présentation, on va maintenant se demander comment est-ce qu'on répartit cette richesse générée annuellement qui est le PIB. Comment se répartit ce produit intérieur brut? Eh bien, on va le répartir entre tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Alors, on va repartir notre schéma initial. Qui a contribué du coup à la réalisation de ce PIB? Il y a d'abord ceux qui ont mobilisé leur savoir-faire en termes de main-d'œuvre et lesquels vont recevoir ce qu'on appelle des revenus d'activité ou revenus du travail, en tête desquels on a d'abord le salaire. Mais il y a également ceux qui ont fourni le capital, c'est-à-dire les locaux, les outils qu'on a pu solliciter, lesquels, eux, vont recevoir des revenus du capital ou revenus du patrimoine. Et on peut retrouver, par exemple, ici, les propriétaires de biens immobiliers qui vont recevoir des loyers. On aura aussi les actionnaires qui perçoivent, eux, des dividendes.
Et dernier exemple, les banquiers qui vont recevoir des intérêts. Donc à ce stade, on voit également que le PIB, c'est à la fois l'indicateur qui va mesurer pour un territoire donné la richesse qui est générée, mais c'est en même temps le revenu national qui va être partagé entre tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. C'est ce qu'on appelle ici la répartition primaire du revenu. Et à ce stade de la répartition, on a déjà des inégalités qui peuvent se dégager, et pour plusieurs raisons. La première forme d'inégalité qu'on peut percevoir, c'est l'inégalité qui existe entre les travailleurs, entre les salariés, puisque ces travailleurs ne sont pas dépositaires du même niveau de qualification, du même niveau d'expérience, et en conséquence ne peuvent pas prétendre aux mêmes rémunérations salariales. Donc on a à ce niveau-là déjà un certain niveau d'inégalité qui peut se dégager. On a également des inégalités qui peuvent se percevoir entre ceux qui ne peuvent bénéficier que de revenus du travail, lorsque d'autres sont dépositaires d'un niveau de capital, lequel leur permet également d'avoir des revenus du capital. Et on a une troisième aussi dimension qu'on peut aussi dégager, c'est que certains sont dépositaires d'un stock de capital et la taille de ce capital et les modalités de rémunération qui sont associées à ce capital diffèrent et en conséquence peuvent générer un certain niveau d'inégalité assez important. Ensuite, les revenus qu'on perçoit ici, revenus du capital et revenus du travail, vont être soumis à des prélèvements obligatoires qui prennent la forme d'impôts ou de cotisations. Ces impôts et cotisations vont constituer ce qu'on appelle les recettes de l'État et vont être utilisés pour le financement de services publics dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la santé, dans le domaine des services publics les plus élémentaires qu'on peut être amené à solliciter, mais ils vont être aussi utilisés pour verser ce qu'on appelle des prestations sociales directement aux ménages. Alors ce processus qui va consister d'une part à prélever des montants sous forme d'impôts et de cotisations pour ensuite les verser soit sous forme de prestations sociales, soit dans le cadre de financement de services publics, c'est ce qu'on appelle la répartition secondaire du revenu. Répartition primaire du revenu, on récompense d'abord ceux qui ont participé directement à la réalisation du PIB. La répartition secondaire se nourrit des prélèvements obligatoires pour ensuite les reverser sous différentes modalités. Alors, une remarque qui peut être faite à ce stade de la réflexion, c'est que Piketty, dans son ouvrage, ne va utiliser que des données qui portent sur la répartition primaire du revenu. Ce qui veut dire que les documents qu'on va vous projeter et qu'on peut retrouver dans son document ne sont pas un reflet fidèle de ce qu'il en est en termes de répartition de niveau d'inégalité dans la société, puisqu'on a un système de redistribution qui opère et qui va corriger de fait ces inégalités. Donc on n'a pas ici un reflet fidèle avec les données qu'il va exposer de ce qu'il en est. Du coup, on peut se questionner et se demander pourquoi est-ce qu'il fait ce choix de se focaliser uniquement sur la répartition primaire, alors même que ce n'est pas un reflet fidèle de ce qu'il en est concrètement, réellement. Alors il y a plusieurs raisons qu'on peut mobiliser pour expliquer la chose. C'est que d'abord, mettre en évidence cette répartition primaire, c'est mettre en lumière nos choix sociétaux, la manière dont on décide à un moment donné de récompenser ceux qui fournissent le travail, ceux qui fournissent le capital, et c'est aussi une manière de montrer, d'alerter, lorsque parfois les revenus augmentent, alors même qu'il ne s'agit pas d'une contribution qui soit beaucoup plus importante pour certains. Donc il est bon d'en avoir conscience. Et la seconde raison, c'est qu'il est important de mesurer un petit peu l'effort correctif en termes de réduction de l'inégalité qui nous attend, puisque réduire les inégalités, c'est une charge pour la société, en termes de gestion, en termes de coordination administrative notamment, et il est bon d'en avoir conscience pour pouvoir ensuite opérer correctement. Alors, à ce stade du coup de la réflexion, on peut mettre en évidence le fait que la richesse peut revêtir un petit peu deux aspects. Être riche, c'est à la fois percevoir des revenus, qu'ils soient du travail ou du capital, qui sont importants, mais c'est également être dépositaire d'un stock de capital qui est aussi parfois conséquent. Ce stock de capital, il se partage pour moitié en patrimoine immobilier, pour l'autre moitié en ce qu'on appelle du capital financier, et ça prend la forme notamment d'actions, d'obligations. Voilà pour ce qu'il en est en termes de définition qu'on va être amené et de notions qu'on va être amené à solliciter dans le cadre de cette présentation. Alors je vais laisser maintenant la parole à Gwen, qui elle va nous faire un portrait un petit peu de ce qu'il en est en France pour l'année 2010. On va voir comment les revenus et le patrimoine sont répartis en France aujourd'hui. C'est trop fort ou ça va?
D'abord, qu'est-ce qu'il en est pour les revenus? Donc, comment, chaque année, en France, on répartit le revenu national au sein de la population, avant que ce revenu soit ensuite redistribué par l'intermédiaire des prélèvements et des revenus de prestations sociales. Donc, en France, le total des revenus en 2010 représente à peu près 2 000 milliards d'euros. Et voilà comment il est réparti. Donc, les 10% les plus riches reçoivent une part de ce revenu qui est de 35%, ce qui représente à peu près, pour chaque adulte de cette partie de la population, pour avoir une idée un peu mensuellement, un revenu moyen de 11 600 euros par mois, ce qui est à peu près 3,5 fois le revenu moyen français. Ensuite, les 40% individus suivants, c'est-à-dire en dessous des 10% les plus riches, disposent, eux, de 40% du revenu national, c'est-à-dire ont par adulte à peu près 3 300 euros par mois en moyenne. Et enfin, la moitié la plus pauvre de la population française se partage 25% du revenu national, c'est-à-dire reçoit par adulte en moyenne à peu près 1 600 euros par mois, ce qui est la moitié du revenu moyen de la France, du Français. Donc voilà pour ce qui est de la répartition des revenus. Donc on voit qu'il y a des inégalités, elles sont très nettes ici. Ces inégalités de revenus, il faut bien comprendre qu'elles découlent de deux choses, vous devez commencer à le voir depuis le début. Elles découlent à la fois d'inégalités de revenus du travail, entre différents travaux, entre différents emplois, différentes qualifications, etc., mais aussi d'inégalités de revenus du capital ou du patrimoine. Capital et patrimoine, Piketty emploie le même mot pour désigner ce stock de possessions que l'on peut avoir, soit immobilière, soit financière, etc. Alors, du coup, comme ces inégalités de revenus découlent aussi des inégalités de possession de patrimoine, on va voir ce qu'il en est du côté du patrimoine, justement. Comment est-ce qu'il est réparti en France? Alors, on voit tout de suite que c'est une répartition qui est beaucoup plus inégalitaire. Et c'est logique, et c'est vrai dans tous les pays à toutes les époques. Le patrimoine est plus inégalement réparti que les revenus. 10% de la population détiennent en France 60% du total des possessions françaises, du total du patrimoine privé. Ce qui représente pour chaque adulte de cette partie de la population en moyenne 1,2 million d'euros de patrimoine. Ensuite, les 40% suivants, que Piketty appelle la classe moyenne patrimoniale, on en reparlera tout à l'heure, disposent, à eux tous, de 35% du patrimoine total. Ensuite, les 40% suivants, donc la grosse partie des 50% les plus pauvres, détiennent à eux tous 5% du patrimoine total. Et puis, les 10% les plus pauvres ne détiennent aucun patrimoine ou détiennent uniquement du patrimoine négatif, c'est-à-dire sont endettés. Voilà pour la répartition du patrimoine aujourd'hui. Donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment cette répartition du patrimoine en France se situe par rapport à d'autres pays et aussi aujourd'hui par rapport à d'autres époques. Donc le tableau suivant, il est tiré aussi de l'ouvrage de Piketty, donne un peu une idée des ordres de grandeur. Nous, on est au niveau de l'inégalité moyenne forte, là, Europe 2010, ça c'est la France qui se situe à peu près, l'Allemagne, l'Angleterre, etc. Et on voit qu'on est, en ce qui concerne la répartition du patrimoine, on est une répartition plus égalitaire que celle des États-Unis aujourd'hui, où les 10% les plus riches détiennent 70% du patrimoine. Et les États-Unis et nous sommes encore moins inégalitaires aujourd'hui que ce qui se passait en Europe, on y reviendra tout à l'heure aussi, au début du XXe siècle, où là, les 10% les plus riches percevaient à eux seuls 90% du patrimoine total. Et les 1% parmi eux, les plus riches, percevaient la moitié du patrimoine total. Donc des inégalités de détention extrêmes. Ça c'est important, on y reviendra à cette donnée de 1910.
Et on est dans une inégalité qui est plus forte aujourd'hui chez nous que dans les pays d'inégalité qu'il appelle moyenne, qui sont les pays scandinaves dans les années 70-80. L'inégalité a légèrement augmenté chez eux depuis, où là, les 10% les plus riches percevaient seulement, entre guillemets, 50% du patrimoine total. Et en général, c'est la plus faible inégalité qu'on puisse observer en termes de détention de patrimoine. Voilà pour ce premier tableau des inégalités de revenus et de patrimoine en France aujourd'hui et de comment elles se situent un peu par rapport aux autres. Et donc ce qu'on va voir maintenant, c'est que ces inégalités ont énormément changé, en particulier depuis la fin du 19e et le début du 20e. Et c'est ce que Brigitte va nous expliquer maintenant. Donc on va rentrer là un peu dans le cœur de l'ouvrage, après avoir fait tous ces rappels sur les principales notions, avoir posé un peu des jalons sur comment est-ce qu'on mesure et observe les inégalités. On va regarder, en se basant sur un très très beau schéma, on va essayer d'observer effectivement quelle a été l'évolution des inégalités, quelle interprétation en fait Thomas Piketty, et donc sur la période de 1910 à grosso modo aujourd'hui. Alors, on va se concentrer sur la courbe du haut pour le moment, et on voit à l'évolution de cette courbe qu'on va centrer notre analyse sur trois moments différents, et puis du coup sur les évolutions qu'on a amenées à ces trois temps. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, on a trois périodes différentes, la période de 1910, la période de 1945, et puis ensuite l'évolution jusqu'à à peu près aujourd'hui, donc jusqu'en 2010. Alors ce graphique, Piketty l'utilise pour représenter donc, les inégalités de revenus en France. La courbe du haut, sur laquelle on va se concentrer tout d'abord, nous montre la part des revenus, du revenu total, à savoir donc revenu du travail et revenu du capital. Donc la part qui revient aux 10% les plus riches dans l'ensemble des revenus. Et donc en 1910, si on prend le tout premier chiffre sur l'axe des ordonnées, en 1910, sur l'ensemble des revenus totaux, donc travail plus capital, les 10% les plus riches percevaient, grosso modo, 45%, quasiment la moitié des revenus générés dans l'économie. Cette part, du coup, détenue par les 10% tombe en 1945 à 28% du revenu national. Donc en 1945, les 10% les plus riches ne s'accaparaient plus que 28% du revenu national. Et donc on a ici, on constate, on observe une très forte baisse, effectivement, des inégalités de ce point de vue-là. Et donc quand Piketty cherche à analyser effectivement les explications du pourquoi cette baisse des inégalités, il en vient à la conclusion suivante, qui est que ces inégalités sont principalement dues à des modifications dans les patrimoines et non pas dans les revenus. Et donc c'est là qu'on peut s'intéresser à la courbe du dessous, qui elle nous montre effectivement la part qui revient aux 10% les plus riches, cette fois dans les salaires. Donc les inégalités uniquement salariales et non plus dans les revenus totaux. Et ce qu'on voit sur cette courbe du bas, donc qui représente juste la part que s'accaparent les 10% les plus riches dans les salaires, qu'elle est finalement relativement stable en fait sur l'ensemble de la période. Donc si baisse des inégalités il y a, elle n'est pas imputée à une modification dans la répartition des salaires, dans les revenus du travail, mais elle est principalement liée à des modifications du coup concernant les patrimoines. Et en effet, entre 1910 et 1945, on a eu là toute une période où on a eu des grands chocs économiques et politiques à cette période-là, et ces chocs ont particulièrement impacté les patrimoines, voire ont vraiment abouti à une destruction d'une grande partie du patrimoine, du stock des patrimoines français. On a eu 2 guerres mondiales, ces 2 guerres mondiales ont entraîné des destructions d'usines, de logements, donc ont entraîné des pertes en capitaux importantes. On a eu par ailleurs la crise de 29, qui a entraîné de la même manière dans les années 30 des faillites de nombreuses entreprises qui ont entraîné du coup la ruine des actionnaires, et donc là encore des pertes en capital très importantes. Il y a eu aussi à cette période des révolutions, Piketty cite les emprunts russes par exemple,
donc qui ont entraîné une diminution considérable du patrimoine que les Français détenaient à l'étranger, et notamment du fait de la faible épargne nationale dans ces périodes de crise. Les Français ont majoritairement vendu du coup les capitaux qu'ils détenaient à l'étranger pour pouvoir consommer, mais du coup ça a réduit d'autant effectivement le patrimoine. Et enfin, Piketty le souligne, il y a eu effectivement des volontés et des volontés publiques et politiques de réguler la finance, notamment après la crise de 29, des politiques de blocage des loyers ou des périodes d'inflation qui ont aussi contribué très fortement à réduire le stock de patrimoine en France. Or, ce stock de patrimoine, il était principalement détenu par ces 10% les plus riches, d'où la baisse de leur part, c'est ce qu'on va regarder. Mais donc concernant cette baisse du stock de patrimoine, ça fait partie des enseignements les plus prégnants de son livre. Alors, encore une fois, on va observer ce graphique ensemble. Ce graphique nous montre en fait donc, ce que Thomas Piketty appelle le rapport capital-revenu. Alors, donc, en Europe, la France est en orange sur le graphique. Et donc ce rapport capital-revenu, en fait, nous montre, si vous voulez, l'importance du stock de capital par rapport à la production nationale, grosso modo par rapport au produit intérieur brut. Et donc à la belle époque, donc en 1910, mais c'est le cas donc, depuis la fin des années 1800, mais donc en 1910, le stock total de patrimoine en France équivalait 7 fois le revenu national, 7 fois le PIB. Donc ce stock de patrimoine français qui valait 7 fois le PIB en 1910, en 1945, c'est effectivement vu réduire fortement, pour ne valoir plus que 3,5 fois effectivement le produit intérieur brut. Donc on voit effectivement une évaporation du stock de capital. Et comme le stock de capital français était détenu par les 10% les plus riches, il était détenu, on l'a vu, à 90%. Je me demande s'il n'y a pas une diapositive juste derrière. Ah bah. Donc en 1910, la quasi-totalité, 90% des patrimoines étaient détenus par les 10% les plus riches. Donc quand les patrimoines sont détruits, sous l'effet des chocs politiques et économiques que je viens de citer, bah, ce sont principalement les 10% les plus riches qui en pâtissent. Voire les 1% les plus riches. Si on mène une analyse encore plus fine, les 1% les plus riches, ils détenaient 60% des patrimoines. Donc ce sont principalement eux, effectivement, qui subissent ces pertes-là. D'où la forte réduction des inégalités. Ce qui fait partie des premiers enseignements qui nous ont semblé importants à voir effectivement dans son ouvrage, c'est que s'il y a eu une forte baisse, il est vrai, des inégalités depuis 1910, elle n'est pas liée à une meilleure répartition de la richesse nationale ou des revenus, mais à des chocs politiques et économiques qui ont fait s'évaporer les patrimoines qui étaient détenus par les 10% les plus riches de la population française. Et donc c'est ça qui explique la grande baisse qu'on voyait dans la diapo suivante. Voilà, donc c'est ça qui explique effectivement cette baisse entre 1910 et 1945. Donc s'ensuit une autre période qu'on va essayer de traiter. Alors l'évolution, on le voit, n'est pas tout à fait linéaire entre 1945 et 2010. Entre 1945 et 1968, pour prendre une date clé, on a une première phase où les inégalités en fait semblent réaugmenter. Et donc Thomas Piketty explique que les inégalités ont plutôt une tendance à être procycliques. Et donc sur cette période, on a plutôt beaucoup de croissance. Et donc effectivement, quand il y a de la croissance, en général, les revenus de tout le monde progressent. Donc les revenus les plus faibles aussi, mais ceux qui progressent le plus sont les revenus les plus élevés. Donc ça a tendance à accroître les inégalités. Par ailleurs, on sort d'une période de troubles effectivement économiques et politiques difficiles. Et la priorité, elle est à la reconstruction du pays. Elle n'est pas à la réduction des inégalités ou à la justice sociale. Donc, ce qui explique qu'on ne mène pas non plus à cette époque de politique visant à contrecarrer une évolution des inégalités. On se reconstruit, il y a une forte croissance, tout le monde en profite, certes les riches plus que d'autres, mais ça n'est pas dans les priorités. Arrive effectivement donc, mai 68, et donc on a donc, de 68 à 81, 82, une période de réduction des inégalités. Période de réduction des inégalités qui est globalement
effectivement imputable à la suite de 1968, donc aux accords de Grenelle, qui ont abouti quand même à une hausse de 20% du salaire minimum, et par la suite jusqu'effectivement aux élections de François Mitterrand et au tournant de la rigueur de 82, chaque année on avait des coups de pouce qui étaient donnés au SMIC qui étaient très importants. Donc on avait une politique très forte de valorisation des bas salaires, qui a du coup contribué à cette réduction, et donc on observe effectivement des inégalités entre 68 et 82. Et 82, un tournant effectivement politique de rigueur s'amorce, notamment effectivement en France, et depuis la part du coût du capital dans les revenus réaugmente et les bas salaires ont tendance effectivement à stagner, ce qui a pour conséquence d'accroître les inégalités. Et les inégalités de revenus, de fait, vont repartir quelque peu à la hausse. Ça va pour tout le monde? Donc voilà, une baisse imputable entre 1910 et 1945, principalement à des destructions capitales qui étaient détenues par les 10% les plus riches. Et puis voilà, une évolution pas réellement linéaire, donc avec une période d'augmentation pendant les 30 Glorieuses, puis de diminution par la suite à une volonté politique qui s'inverse en 82, et donc on assiste à un mouvement de réaugmentation des inégalités. Et ce qui est mystérieux, c'est que sur cette période, et c'est ça qui est plutôt inquiétant, Piketty nous dit en fait, finalement, les inégalités réaugmentent, certes. Depuis 1945, le niveau des inégalités a réaugmenté, mais il n'a pas réaugmenté tant que ça. La réaugmentation des inégalités est plutôt modérée. Ce qui est assez étonnant, en revanche, parce que ce qu'il identifie et qui pour lui est assez inquiétant, c'est que sur cette même période, le stock de capital, lui, s'est quasiment totalement reconstitué. C'est-à-dire le stock de capital qui valait 7 fois le revenu national à la belle époque, qui, on a vu, a été réduit à 3,5 fois le revenu national en 1945, a aujourd'hui réaugmenté pour atteindre 6,5. Et Piketty nous dit probablement à l'avenir 7 fois. Donc le stock de capital par rapport au revenu effectivement national a réaugmenté fortement. Et quand ce stock de capital augmente fortement par rapport au revenu de travail, il va y avoir une tendance forte à la réaugmentation des inégalités. Donc voilà, Piketty s'interroge, et donc c'est ce qu'on essaiera de voir ensemble après une courte pause, sur le pourquoi, alors même qu'effectivement le stock de capital a retrouvé ses niveaux de la belle époque, pourquoi est-ce qu'on n'a pas pour autant eu une réaugmentation immédiate des inégalités de revenus, et pourquoi celle-ci, même si elle réaugmente, reste aujourd'hui relativement encore modérée. Côté de ce patrimoine, quelle est l'évolution de sa répartition au sein de la population? Donc c'est ce qu'on va voir dans le grand B. Voilà, ok. Comment peut-on expliquer l'évolution de la répartition du patrimoine depuis 1910? Donc, le premier graphique qu'on vous montre, c'est la répartition du patrimoine depuis le début du 19e siècle. Donc, comme pour le graphique qu'on a vu tout à l'heure, on nous montre sur la courbe du haut la part du patrimoine total qui est détenue par les 10% les plus riches. On voit, donc 1910, je ne sais pas si tout le monde le voit, c'est à peu près au milieu du graphique. Voilà. Donc en 1910, c'était vrai aussi avant, hein, mais on va prendre ça comme point de repère, on retrouve la donnée qu'on avait vue tout à l'heure. Les 10% les plus riches détiennent à eux seuls 90% du patrimoine total. Et on voit très nettement qu'entre 1910 et 1970, la répartition du patrimoine est devenue beaucoup moins inégalitaire, puisque en 1970, les 10% les plus riches, cette fois-ci, ne détiennent plus que, entre guillemets, 60% du patrimoine total, ce qui est à peu près la valeur d'aujourd'hui. Ça commence à réaugmenter un tout petit peu, mais on est dans les mêmes ordres de grandeur. Donc depuis 1970, la répartition de ce patrimoine reste beaucoup moins inégalitaire qu'elle ne l'était pendant tout le 19e siècle jusqu'au début du 20e siècle. Donc si on regarde au niveau de la répartition de la population, dans la population, c'est une autre manière de le présenter, on voit donc qu'en 1910, 90% du patrimoine est dans les mains des 10% les plus riches.
En 1945, 75% du patrimoine, c'est une donnée qu'on avait vue tout à l'heure, et depuis 1970, 60% du patrimoine. Il y a vraiment une grosse diminution de la part du patrimoine détenu par les plus riches. Alors, ce qui est important de voir, c'est ça la principale transformation qui a eu lieu, c'est que cette meilleure, entre guillemets, répartition du patrimoine s'est faite au profit d'une partie non négligeable de la population qui est ce que Piketty appelle la classe moyenne patrimoniale. On le voit bien sur la dernière colonne. On voit que les 10%, ils ont 60% du patrimoine. Mais ensuite, les 40% du patrimoine restant, il y en a une très grosse partie qui est détenue aujourd'hui par 35% de la population. Donc on n'est plus du tout dans le schéma d'avant où on avait une énorme partie de la population qui détenait une toute petite partie du patrimoine. Là, on a un tiers de la population qui détient une partie non négligeable du patrimoine. 40% de la population qui détient 35% du patrimoine total. Et le reste du patrimoine, c'est-à-dire les 5% qui restent, ils sont dans les mains des 5% restants, donc qui continuent de détenir une toute petite partie. Mais la principale évolution qui s'est faite, c'est cette classe moyenne patrimoniale qui est apparue, qui n'existait pas auparavant. C'est un changement majeur de la répartition du patrimoine aujourd'hui. Alors, c'est cette évolution de la répartition du patrimoine, le fait qu'elle soit devenue de plus en plus de moins en moins inégalitaire, au profit de cette partie non négligeable de la population, que Piketty va chercher à expliquer. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il va chercher à l'expliquer de telle manière que son explication puisse permettre aussi de comprendre, ou en tout cas d'envisager, qu'est-ce qui peut se passer à l'avenir. Alors, voilà comment, donc ce qu'il va chercher, pour être bien clair, il va chercher par un même raisonnement à répondre à 3 questions. Première question, pourquoi les inégalités de patrimoine étaient-elles si importantes en 1910 et pendant tout le siècle qui a précédé? Deuxième question, pourquoi, malgré le fait qu'aujourd'hui, le capital ait retrouvé un stock presque aussi important par rapport au revenu national que celui de 1910, pourquoi l'inégalité de possession du patrimoine est beaucoup plus faible qu'en 1910? Et troisième question, est-ce que cette inégalité devenue beaucoup plus faible, est-ce qu'on tend à continuer dans ce sens-là, ou est-ce que, au contraire, les inégalités risquent de réaugmenter? Donc il va chercher à répondre à ces 3 questions au moyen d'un raisonnement économique et qui va ensuite essayer de prouver par l'utilisation de données. C'est tout ça qu'on va faire maintenant. Alors, voici le raisonnement qu'il fait. Il montre que pour comprendre l'évolution des inégalités de répartition du patrimoine, donc des revenus qui en découlent avec les revenus du travail, il faut étudier l'évolution de 2 grandeurs fondamentales dans une économie. Première grandeur fondamentale, le taux de croissance de cette économie, c'est-à-dire le rythme auquel chaque année la production de richesse augmente. Donc le taux de croissance, il l'appelle G, c'est de combien de pourcents chaque année le PIB augmente, de combien de pourcents il est plus important que le PIB qu'on a produit l'année dernière. Donc par exemple, si G est 1%, ça veut dire que cette année, on a produit 1% de richesse de plus que l'année dernière. Ça, c'est la première grandeur fondamentale à observer. Et il faut, selon lui, la comparer à une autre grandeur très importante qui est le taux de rendement du capital, du patrimoine. C'est-à-dire le rythme auquel le stock de patrimoine total ou d'un individu en particulier augmente chaque année. Alors, si vous avez un patrimoine de 100 euros, par exemple, le rythme auquel il augmente, c'est en gros la valeur que vous recevez sur ce patrimoine en termes de revenus. Donc, par exemple, si ce patrimoine vous rapporte 4%, si vous épargnez ce 4% entièrement, l'année d'après, vous avez 104 de patrimoine. Donc votre patrimoine, si vous épargnez tous les revenus qu'il vous rapporte, il augmente au rythme de R. Okay ? Et donc, il dit, ce qui est très important, c'est de comparer
le rythme auquel l'économie progresse en termes de revenus, le rythme auquel le revenu généré dans un pays augmente et le rythme auquel le patrimoine de ce pays augmente. Alors, ce qu'il montre, c'est que si le taux de rendement du capital, donc R, est supérieur au taux de croissance, c'est-à-dire si le patrimoine, en général dans l'économie, en moyenne, est rémunéré à un taux qui est supérieur à la progression annuelle du revenu, qu'est-ce qui va se passer? Ça va entraîner une très forte augmentation des inégalités. Parce que si le taux de rendement du patrimoine, par exemple, on imagine que R est de 5% et G est de 1%. Ça veut dire que quelqu'un qui a un patrimoine, il va voir son patrimoine augmenter de 5% s'il épargne tout, et même s'il n'en épargne pas tout, on peut imaginer qu'il va en consommer une partie, il suffit qu'il en épargne un petit peu, par exemple il garde 2%, sur ces 5% il garde 2 points, pour que l'année d'après, son patrimoine soit à 102, donc il est augmenté de 2%, soit plus vite que le revenu national. Si le patrimoine augmente plus vite que le revenu national, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que tous ceux qui ont du patrimoine vont voir leur revenu qui découle de ce revenu national. Le revenu du patrimoine, il est pris sur le revenu national à chaque fois. Donc ils vont voir leur revenu augmenter plus rapidement que le revenu national. Et donc ça va entraîner le fait que la part qu'ils vont obtenir de ce revenu, chaque année, va être de plus en plus importante, au détriment de qui? Au détriment de la part qui est versée à ceux qui détiennent seulement du travail, par exemple, au détriment de la part qui est versée au travail. Donc, ça signifie qu'il y a des gens qui détiennent du patrimoine qui vont voir leurs revenus augmenter beaucoup plus rapidement, ou plus rapidement, que ceux qui ne détiennent que du travail, ou on pourrait même imaginer des gens qui détiennent beaucoup de patrimoine qui vont voir leurs revenus augmenter beaucoup plus vite que ceux qui détiennent qu'un tout petit patrimoine. Ça ne poserait pas de problème en termes d'inégalité si toute la population avait exactement le même patrimoine. Parce que du coup, tout le monde bénéficierait de cette augmentation des revenus du patrimoine plus forte que du revenu national. Tout le monde aurait son patrimoine qui progresserait à ce rythme, etc. Mais le patrimoine, il a cette particularité qu'il est très inégalement réparti. Et du coup, s'il augmente plus vite que les autres revenus, si les revenus du patrimoine augmentent plus vite que les autres revenus, cette progression plus rapide se fait au profit d'une petite partie de la population, les 10%, les 1%, encore pire. Et cette petite partie de la population voit sa part du revenu national augmenter chaque année au détriment du reste. Ce qui fait mécaniquement que les inégalités s'accroissent dans le pays. Donc, Piketty montre que ce qui explique théoriquement, on va voir ensuite qu'est-ce qui se passe dans les données, ce qui explique théoriquement que le patrimoine soit très inégalement réparti dans un pays et qu'il en découle des inégalités de revenus très fortes, c'est l'existence pendant une longue période d'un taux de rendement du capital plus élevé que le taux de croissance de l'économie. Et inversement, si le taux de rendement du capital est moins élevé que le taux de croissance, on peut faire le raisonnement exactement inverse, à ce moment-là, ceux qui détiennent du patrimoine verront leur revenu augmenter moins vite que le revenu total, donc leur part dans ce revenu va se réduire, et du coup, mécaniquement, les inégalités de répartition de la richesse vont se réduire elles aussi. Ça, c'est le raisonnement théorique. Et du coup, maintenant, Piketty va voir qu'est-ce qu'il en est de ce R et de ce G au cours du temps. Donc, c'est ce qui nous est montré sur le graphique. Alors, là, vous avez deux courbes. Alors, ceux qui sont au fond ne doivent pas voir, mais Piketty fait des observations, enfin, c'est pas lui qui les fait, hein, c'est basé sur d'autres travaux, à partir du début de notre ère, donc en l'an 0, hein, il va prévoir les choses jusqu'en 2100. On verra pour ce qui est des prévisions, il est très prudent, etc. Mais voilà, on balaye une très grande partie de notre histoire. Donc on voit sur ce graphique, sur la courbe du haut, le taux de rendement du capital. Alors, petite précision juste, c'est le taux de rendement du capital, donc ce que rapporte le capital, une fois qu'on a prélevé dessus les impôts. Alors pendant une très grande partie de l'histoire, il n'y avait pas d'impôt sur le taux de rendement du capital, mais à partir d'une certaine période, en particulier à partir du début du XXe siècle, on a commencé à imposer
de manière de plus en plus forte le capital. Et bien sûr, si on impose les revenus du capital, le rendement diminue. Si sur les 5% vous recevez chaque année sur votre épargne et qu'on vous en prend une partie, finalement ce taux de rendement est plus faible. Donc c'est important de le prendre en compte parce que du coup votre capital il augmente moins vite si le taux de rendement est un petit peu prélevé. Donc voilà pour le taux de rendement du capital. Et puis la courbe du bas montre le taux de croissance de la production mondiale sur toute cette période. Alors ce qui apparaît, c'est entre le début, donc l'an 0, et puis l'année 1910, 1913-1950, voilà, il se situe là, on a un taux de rendement du capital après impôt qui est très largement supérieur au taux de croissance des économies. Alors, pour quelles raisons? Piketty l'explique de manière très détaillée, et je ne vais pas le faire ici, ce n'est pas le lieu, mais donc on observe, avec les données que l'on a, que le taux de rendement du capital est en général entre 4 et 5%. C'est en gros le taux de rendement que rapportaient les terres des propriétaires fonciers. Dans toutes ces sociétés-là, c'est dans cette fourchette-là. Et jusqu'en 1913, le taux de croissance, lui, est relativement faible, parce que jusqu'à la révolution industrielle qui commence au 18e en Europe, on a pratiquement une croissance zéro. Les revenus augmentent très très peu, voire pas du tout. Certaines années, ils baissent. Et donc, on n'a pas encore cette période d'innovation qui a permis de gagner en productivité et qui a permis que chaque personne produise de plus en plus chaque année. On est vraiment dans un rythme de croissance très, 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 très faible avec un PIB qui augmente pratiquement pas chaque année. Donc, ce taux de croissance très faible, qui même avec la révolution industrielle reste entre 1 et 2% par an, mais pas plus, reste du coup très inférieur au taux de rendement du capital. Ce qui explique, en tout cas ce qui correspond, selon Piketty, à l'évolution que l'on observe du côté du patrimoine et de sa concentration, le fait que jusqu'en 1910, on a une concentration du patrimoine très forte au sein des mains des 10% les plus riches, qui détiennent 90% de ce patrimoine, et parallèlement, une inégalité de revenus très importante. Donc on a tout ce qu'il faut en termes de rendement du capital par rapport au taux de croissance pour que ceux qui détiennent du patrimoine s'enrichissent très rapidement et prélèvent une part de plus en plus importante des richesses sur la richesse totale et du coup entraîne un accroissement des inégalités de revenus très fort qui aboutit à une concentration des revenus dans les mains de quelques-uns très importante jusqu'à la fin du 19e siècle, début du 20e. Ensuite, c'est là où il se passe quelque chose de très important. À partir de 1910, donc c'est la date qui est là, on observe une chute très importante du rendement du capital. Cette chute très importante du rendement du capital, elle est due à ces chocs qui ont été vécus au moment des deux guerres mondiales, des crises, etc. Elle est due aussi à la mise en place dans ces pays-là progressivement d'une fiscalité de plus en plus importante sur ces patrimoines. Donc, on a un taux de rendement qui passe de 5% à proche de 1% en moyenne sur la période 1913-1950. Parallèlement, donc, si on continue, la période d'après, donc 1950-2012, en moyenne, on a un taux de rendement du capital qui se remet à augmenter, parce que les destructions sont finies, la croissance repart, etc. Mais parallèlement, qu'est-ce qui se passe du côté du taux de croissance? On arrive dans la période des 30 glorieuses, d'abord, et puis les pays émergents, là c'est le taux de croissance au niveau mondial, commencent à connaître des taux de croissance très élevés à la fin du XXe siècle et puis depuis le début du XXIe. Et donc, on a un taux de croissance qui soudainement passe au-dessus du taux de rendement du capital, pendant, en gros, tout le XXe siècle. Ce qui veut dire que pendant cette période-là, la croissance du revenu, chaque année, est plus importante que la croissance du revenu de ceux qui détiennent un patrimoine, en moyenne. Et du coup, sur cette période-là, les inégalités de détention de patrimoine et de revenus vont diminuer. C'est ça qui explique, selon Piketty, qu'on ait à la fois cette réduction très importante des inégalités de revenus par rapport à 1910. Aujourd'hui, on a des inégalités bien moindres,
alors même que le stock de capital s'est reconstitué. Il est redevenu très élevé, mais ce capital est beaucoup moins inégalitairement réparti aujourd'hui qu'il ne l'était au début du XXe siècle, parce que pendant toute cette période, comme le rendement du capital a été inférieur au taux de croissance, ce capital a été petit à petit grignoté pour certains, ou en tout cas il a progressé beaucoup moins vite. Il a pu progresser beaucoup plus vite pour les autres parce que les revenus ont augmenté, ils ont pu accumuler un patrimoine de plus en plus important. Et donc, ça a permis que les inégalités se réduisent. Donc là, avec son raisonnement, les données sont cohérentes avec ce qu'on observe du côté des inégalités. La dernière question, c'est qu'est-ce qu'il en est pour la suite? Est-ce qu'on est dans une tendance de persistance, de réduction de ces inégalités de concentration du patrimoine? La question c'est qu'est-ce qui va se passer? Pour répondre à ça, il faut se demander qu'est-ce qui va se passer du côté de R et de G, du taux de rendement du capital et du taux de croissance. Alors Piketty est très prudent, il dit on ne peut absolument pas prévoir ce qui va se passer. On peut par contre imaginer différents scénarios et se baser quand même sur les tendances qu'on observe aujourd'hui pour voir si elles se poursuivent, qu'est-ce qui pourrait arriver. Et donc, ce qu'il fait comme prédiction, alors il fait plusieurs hypothèses, mais concernant le taux de croissance, il dit, et là il n'est pas du tout le seul à le dire, la plupart des économistes le disent, des taux de croissance très élevés, on n'en connaîtra plus. Première raison, la croissance démographique, petit à petit, dans les pays développés, c'est déjà le cas, va devenir très très faible, voire négative. Et du coup, si la population n'augmente pas, la force de travail n'augmente pas, donc la croissance des pays va être beaucoup plus lente. La deuxième raison, là c'est d'autres économistes aussi qui le disent, c'est que la croissance elle est aussi liée au fait qu'on gagne en efficacité, grâce à des innovations, des progrès techniques, etc. Et on se demande aujourd'hui si on va pouvoir gagner autant en efficacité qu'on a pu le faire au moment de la révolution industrielle et pendant les 30 glorieuses. On a l'impression que les progrès que l'on peut faire en termes d'efficacité productive sont désormais pas très très importants, beaucoup moins importants qu'avant. Et puis, on pourrait se dire aussi, il y a une grosse limite qui va se poser, et qui se pose déjà, c'est les limites écologiques de notre croissance, qui vont peut-être nous obliger à la ralentir. Bon. Mais donc, en général, les économistes s'accordent pour dire que le taux de croissance à l'avenir, il sera plutôt de l'ordre de 1,5% maximum dans le monde, mais on ne connaîtra plus jamais des taux de 8-10% comme certains pays aujourd'hui, ou de 5% comme on a connu dans les 30 glorieuses en France. Donc ça, c'est pour le taux de croissance. C'est pour ça qu'on voit qu'il diminue sur la projection 2050-2100. Et concernant le taux de rendement du capital, alors là on voit que la courbe remonte. Pourquoi? Parce que Piketty fait l'hypothèse sur ce graphique que la rémunération du capital, l'imposition des rendements du capital peut devenir de moins en moins importante. Pourquoi? Parce que les pays se font une très forte concurrence depuis 1-2 décennies sur le rendement, justement, la rémunération de ces capitaux, et du coup cherchent à réduire leurs impositions sur ce capital pour attirer les capitaux chez eux. Ça, on le sait. Et donc, aujourd'hui, on est à peu près en moyenne en France à une imposition de 30% sur les revenus du capital. En moyenne, on prélève 30% des revenus du capital. Et il fait l'hypothèse que cette imposition, petit à petit, pourrait devenir nulle si la concurrence entre pays était très très forte. Il dit que ce n'est pas du tout sûr que cette imposition devienne nulle, mais même si on reste à 30% d'imposition en moyenne, comme c'est le cas en France, on reste... Donc, même si on reste avec un niveau d'imposition du patrimoine équivalent à celui d'aujourd'hui, et donc que le taux de rendement après impôt du capital reste à peu près au même niveau, du fait que la croissance va se réduire, on va se retrouver dans une période où R redevient supérieur à G. Donc, où la rémunération du capital redevient supérieure à la progression du revenu total des pays. Donc, dans un schéma dans lequel, potentiellement, les inégalités peuvent se remettre à augmenter de manière très importante. Donc, pour Piketty, c'est à ça qu'il a abouti avec cette conclusion, l'étude des données, c'est que si rien n'est fait pour compenser le fait que la croissance va ralentir, on risque de se retrouver au niveau mondial avec
un taux de rémunération du capital supérieur au taux de croissance et donc avec une force très puissante d'accroissement nouvelle, enfin pas nouvelle parce qu'on l'a déjà connue, mais à nouveau des inégalités. Donc avec un arrêt de cette réduction des inégalités qu'on a connue suite aux chocs qui ont eu lieu au moment des deux guerres. Donc on en arrive justement à la dernière partie du livre de Thomas Piketty qui ne nous laisse pas sur cette gros questionnement. Il dit il faut absolument qu'il y ait quelque chose se fasse et donc qu'est-ce qui pourrait se faire? Et donc voilà, Amina va nous commencer à nous présenter quelles sont les pistes de solutions qui sont proposées par... Donc, la dernière partie, effectivement, va consister à présenter les préconisations qui sont faites par Piketty pour un peu contrer cette dynamique qu'on vient de présenter. Alors pour lui, la solution est purement fiscale. C'est par le levier fiscal qu'on peut arriver à casser cette dynamique qui est, on l'a vu, nocive. Et il y a deux manières d'agir fiscalement. La première manière, c'est que la fiscalité, de fait, par définition, va permettre de réduire les écarts de revenus une fois que la répartition primaire sera faite. Par définition, l'impôt, et on verra sur tous lesquels, vont permettre clairement de réduire cet écart de revenus jugé nocif. Et la seconde manière d'agir avec la fiscalité, c'est que l'existence même du système fiscal peut permettre de décourager certains individus à voir leurs revenus augmenter. Ça peut être un effet désincitatif. Et le fait même que le système fiscal soit, existant, permet et agit un petit peu comme un effet de signal, un peu comme un avertissement, sans même qu'il a été, enclenché. Et l'idée, dans les deux cas, c'est d'aboutir à une répartition primaire du revenu qui sera beaucoup plus égalitaire, pour deux raisons. La première raison, c'est qu'avec une répartition primaire plus égalitaire, et bien, du coup, en aval, on a un effort correctif à faire qui est beaucoup moins important et qui, du coup, est beaucoup moins coûteux pour nous, la collectivité. Et la seconde raison, c'est qu'il est important aussi de véhiculer l'image que nous ne sommes pas une société qui laisse les inégalités augmenter de manière importante, de manière exponentielle, alors même que ces contrastes de revenus ne résultent pas de mérites contrastés entre les individus. Alors, avant de montrer clairement les préconisations qu'il met en place, on va juste faire quelques rappels en termes de vocabulaire sur les différents impôts qu'on peut être amené à utiliser. Alors, grosso modo, il y a trois familles d'impôts, trois catégories d'impôts qu'on peut solliciter. Le premier, le plus simple, c'est ce qu'on appelle l'impôt forfaitaire, où là, c'est une somme identique qui est prélevée sur les revenus des ménages. Donc l'exemple un petit peu emblématique, c'est la redevance TEB, où tout le monde paie la même chose aux autorités fiscales. La seconde famille d'impôts, c'est l'impôt proportionnel, où cette fois-ci, ce n'est pas un montant identique qui est prélevé, mais il y a un taux de prélèvement qui est appliqué à tous de manière similaire, exemple la TVA. Et la troisième forme d'impôt, c'est celle qui nous intéresse le plus, c'est l'impôt progressif, où là il s'agit quelque part de prendre ce qu'on appelle la base fiscale, l'assiette, et de la découper, la partager en différentes tranches, et d'associer à chacune de ces tranches un taux d'imposition qui est croissant. Exemple, l'impôt sur le revenu. Alors vous avez juste sur le bas du slide le barème de l'impôt sur le revenu pour la France en 2014 et en 2015. Donc on voit avec le jeu des couleurs les différentes tranches. Alors la différence, c'est qu'en 2015, il y a une tranche qui a été supprimée sur le début. Voilà, et on voit qu'à chaque fois, le taux d'imposition augmente à mesure que les revenus s'élèvent. Donc juste un exemple un petit peu pour manipuler le dispositif. Si on prend une personne qui perçoit mensuellement 2 000 €, donc 24 000 € à l'année, elle serait concernée, cette personne, par les deux premières tranches, dans la mesure où sur les 9 000 € gagnés au départ, il n'y a aucun prélèvement qui est effectué. Et ensuite, l'administration fiscale prendrait 14% du revenu résiduel. Alors, des trois formes d'impôt, impôt forfaitaire, impôt proportionnel et impôt progressif, c'est l'impôt progressif qui est le plus à même à réduire efficacement les inégalités. Alors, on a réfléchi à un petit exemple pour démontrer la chose. Donc, on se situe ici dans un tout petit pays, donc on imagine deux personnes qui vont se partager un revenu national qui s'élève à 4 000 €. La première personne, qu'on a appelée individu A, dispose des 3/4, 75% de ce revenu national, donc 3 000 €, lorsque la personne B détient le reste, 1 000 €, donc 1/4
du revenu national. Donc on va essayer de voir quels sont les effets respectifs de chacun de ces prélèvements. D'abord l'impôt forfaitaire, donc si on suppose par exemple un prélèvement de 100 €, il resterait à l'individu A 2 900 € lorsqu'il resterait à l'individu B 900 €. Ce qui veut dire que désormais l'individu A détient 76% de la richesse nationale lorsque l'individu B détient le reste, 24% de la richesse nationale. Et comparativement à la situation initiale sur la première ligne, on voit qu'on a une augmentation des inégalités. Si on prend maintenant la seconde forme d'impôt, l'impôt proportionnel, et qu'on imagine un prélèvement de 10%, donc prendre 10% à l'individu A, ça lui prend 300 €, il lui reste ainsi 2 700 €. Lorsque pour l'individu B, il lui reste 900 €. On a une situation identique en termes de partage du revenu par rapport à la situation initiale, puisque l'individu A détient toujours 3/4 de la richesse nationale, lorsque l'individu B, lui, détient le reste, 25%. Et troisième forme d'impôt, l'impôt progressif, où là on a imaginé 2 tranches. Première tranche qui s'étend jusqu'à 1 000 €, aucun prélèvement, enfin 10%, pardon. Et la seconde tranche, au-delà, 20%. Donc il reste, de par le calcul, pour l'individu A, 2 500 € et pour l'individu B, 900 €. Et là, on voit qu'on a une baisse des inégalités par rapport à la situation initiale, puisque l'individu A ne détient plus que 74% de la richesse nationale. Et plus on envisage une progressivité qui est marquée, qui est forte, plus l'effort correctif en termes de réduction des inégalités est perceptible. Donc c'est bien l'impôt progressif qui est le plus à même à réduire les écarts de revenus. Alors on peut se demander maintenant ce qu'il en est pour la France, quels ont été les choix effectués. Donc là vous avez sur ce tableau les principaux prélèvements obligatoires, 822 milliards d'euros, et tous ne sont pas cités, si bien que si on additionne la colonne, on n'obtient pas le montant sur la dernière ligne. Alors, par exemple, la TVA permet de récolter 135 milliards d'euros. C'est un impôt proportionnel et 135 milliards d'euros sur le total, c'est 16,5% des prélèvements obligatoires dans leur totalité. Donc, ce qu'on peut mettre en évidence en regardant ce tableau, c'est que la plupart des prélèvements, en tout cas les plus importants, sont plutôt des prélèvements qui prennent le caractère d'un impôt proportionnel. On voit par exemple avec les cotisations sociales, c'est le principal prélèvement obligatoire en France. C'est près de 40% des prélèvements et c'est un impôt proportionnel. Vient ensuite la TVA, 16,5%. Et le seul impôt progressif en termes de poids et qui est le plus important, c'est l'impôt sur le revenu. Et il ne représente que 5,7% des prélèvements obligatoires, ce qui est relativement dérisoire par rapport au reste. Et on a un autre d'impôt progressif qui revient souvent en débat, c'est l'impôt sur la fortune. Il n'est pas cité ici, mais il représente 0,5% des prélèvements obligatoires, ce qui est encore plus clairement dérisoire. Alors on a du coup, in fine, un système fiscal qui est faiblement progressif, alors qu'encore une fois, c'est la progressivité de l'impôt qui est la plus à même à réduire les inégalités. On a même de façon plus forte un système fiscal qui est dit régressif. Alors qu'est-ce qu'on entend par là ? Là vous avez un graphique un peu complexe. Donc vous avez d'abord de façon générale, ce qu'on sait, c'est que le taux de prélèvement moyen dans la société, c'est 47%. Donc ça veut dire que pour 100 € récoltés en termes de revenus, il y a 47 € qui sont versés aux autorités fiscales. Donc c'est une moyenne, donc comme toute moyenne, il y a des contrastes. Si on regarde ce qui se passe du côté des plus modestes, alors les plus modestes, c'est ce qu'il y a ici, de là jusqu'à là, donc les classes populaires, les milieux populaires. Alors le taux de prélèvement oscille pour eux entre 42, 47, 48%. Quand on prend ensuite ceux qui sont légèrement plus aisés, les classes moyennes, donc les 40% suivants, ils ont un taux de prélèvement qui lui aussi se comprend entre 46 et 47, et on est un peu moins de 50%. Et quand on regarde sur la fin du graphique, où là on a un niveau d'analyse qui est un peu plus fin, puisqu'on va regarder ce qui se passe chez les très hauts revenus, on arrive ici au fait que les plus aisés, les 0,1% les plus riches, ont un taux de prélèvement qui se situe aux alentours de 35%. D'où le caractère régressif qu'on peut associer
à notre fiscalité. Donc la fiscalité pèse beaucoup plus lourdement sur les ménages les plus populaires, comparativement aux ménages les plus aisés. Alors comment est-ce qu'on peut expliquer quelque part cette régressivité ? On peut l'expliquer par le fait que quand on regarde ce qui se passe du côté des très hauts revenus, ils ont une part importante de leur revenu, on l'a vu, qui est composée de revenus du patrimoine, revenus du capital. Or, ces revenus du patrimoine, du capital, sont très faiblement prélevés. Donc c'est ce qui explique le caractère un petit peu régressif. On verra après d'autres données. Donc à partir de ça, quelles sont les préconisations que propose Piketty ? Alors il préconise de revenir justement sur notre système de fiscalité et de mettre en place une progressivité qui soit clairement ambitieuse et de ne pas hésiter à avoir des taux notamment qui sont associés à cette dernière tranche de revenus qui sont très élevés, qui sont très dissuasifs et qui se rapprochent clairement de 100%. D'accord ? Alors le terme qu'il utilise lui et qui peut-être effectivement peut avoir une connotation un peu négative, il dit confiscatoire. Donc ça dessert un peu notre propos, mais c'est comme ça qu'il envisage les choses. Il ne faut pas hésiter à clairement avoir des taux de prélèvement, notamment sur cette dernière tranche, qui soient clairement ambitieux et clairement proches de 100%. Chose qui n'est pas du tout nouvelle à l'échelle de l'histoire, on l'a vu, avec ce tableau, donc tableau qui a été réalisé par nous-mêmes à partir d'un graphique qui arrive juste après, où là on a repris 4 territoires, États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne et France, à différents instants à l'échelle du siècle. Et on voit que pour ces 4 territoires, la tendance est la même, puisque lorsqu'on regarde au début du siècle, les taux de prélèvement qui étaient justement associés à cette dernière tranche de revenus étaient très faibles, très dérisoires. Et ils augmentent peu à peu, chacun pour atteindre un petit peu un niveau assez important, notamment dans fin des années 40, 50. Voilà. Le pic, quelque part, on le verra ensuite, c'est après la Grande Dépression, fin des années 30, où là, notamment dans des pays qui ont une réputation plutôt libérale, avec des niveaux de fiscalité qui seraient relativement faibles, où là, on n'a pas hésité à augmenter clairement cette dernière tranche, le taux qui prévaut sur cette dernière tranche de revenus. Le graphique, oui. Alors voilà le graphique original, celui avec lequel on a construit le tableau précédent. Et on revoit clairement la même tendance, donc cette forme de U inversée un peu de cloche, avec au début du siècle des taux de prélèvement sur cette dernière tranche qui sont relativement faibles, très très faibles, et qui augmentent peu à peu. Et on a vraiment cette dynamique un peu ascendante qui est claire au début des années 30. Donc là, c'est l'arrivée Roosevelt notamment aux États-Unis, un peu plus tard Churchill en Grande-Bretagne, où là on n'a pas hésité à augmenter assez nettement ce taux de prélèvement, si bien qu'on voit assez aisément qu'on se rapproche clairement du 100%, où là clairement on s'accapare de cette dernière tranche de revenus pour nous, autorités fiscales. Et on voit que c'est décennie 80, donc là c'est la vague libérale et l'avènement un petit peu de la globalisation financière, où on a des États qui ont fait de façon un petit peu unanime le choix de réduire le taux qui prévaut justement sur ces dernières tranches de revenus. Si bien qu'on arrive aujourd'hui à des taux qui se situent entre 35-45%, 35% plutôt pour pays Europe continentale, Allemagne, France, et 35% plutôt pour les anglo-saxons. Donc c'est pas une chose qui est exceptionnelle à l'échelle de l'histoire, ça a existé et ça a existé dans des pays qui pourraient comme ça nous surprendre. Et c'est du coup ce qu'il préconise clairement de revenir clairement à des taux de prélèvement qui sont très ambitieux et très importants, comme on a pu observer jusqu'alors. Alors clairement l'objectif pour lui de ce prélèvement, ce n'est pas de dégager des recettes qui permettraient de financer l'État social, les services publics, la redistribution, etc. C'est justement, la seule ambition, c'est clairement de contrer cette dynamique et de réduire ces inégalités de revenus. Et d'ailleurs, ça concernerait que 1% de la population. Donc on ne peut pas espérer des entrées fiscales qui soient très importantes, qui vont permettre du coup ensuite de nous lancer dans des dispositifs de protection sociale plus élargis. La seule ambition, c'est clairement de casser cette dynamique et de réduire notamment ce qui se passe sur ces très hauts revenus. Alors, d'ailleurs, Piketty rappelle dans son ouvrage que ce sont les pays pour lesquels on a réduit
assez massivement ce taux de prélèvement sur les hauts revenus, qui ont vu les inégalités croître de façon la plus forte possible. Ce qui montre bien que le dispositif, le système fiscal a un effet plus ou moins incitatif pour les individus de réclamer ou pas des augmentations salariales. Alors, avec les calculs qu'il réalise un petit peu avec son équipe, il arrive à un taux qui est jugé optimal, qui est de 82%. Alors, il nous dit qu'en dessous de 82%, on n'aurait pas les effets souhaités en termes de nécessité de réduire les inégalités. Et au-delà, ça serait beaucoup trop élevé, notamment dans le contexte de globalisation financière et avec tout ce qui est associé, en l'occurrence le fait que les capitaux circulent très librement et on pourrait avoir des stratégies qui consisteraient en fait à échapper quelque part aux autorités fiscales. C'est la raison pour laquelle il nous dit qu'au-delà d'une fiscalité qui porterait sur les hauts revenus, fiscalité très redistributive sur les hauts revenus, il faudrait aussi envisager de taxer et de prélever directement sur le capital, sur ce stock de capital. Alors comment ? C'est Brigitte qui va nous l'expliquer. Si on reprend les solutions pour Piketty, donc effectivement, il dit que ça a du sens, donc des niveaux d'impôts très élevés sur la dernière tranche donc, de revenus, donc, comme l'a dit Amina. Mais ce que nous dit Piketty, c'est que, en fait, on a du mal à taxer les revenus du capital. Donc, il va falloir mettre un impôt, et c'est là peut-être le cœur, effectivement, de ces préconisations. Il faut mettre un impôt sur le stock de capital. Ce qu'il faut imposer, c'est le stock de capital qui est détenu par les individus. Et donc, il nous dit, il nous donne un exemple que je vais vous donner pour que vous ayez un peu des chiffres en tête. Ce qu'il propose, par exemple, et encore une fois, il dit que ça doit être débattu démocratiquement, mais ce qui pourrait être envisageable, par exemple, c'est que chaque année, on prélève un certain pourcentage du stock de capital détenu par les individus. Ce qu'il propose, c'est de ne pas taxer le stock de capital en dessous de 1 million d'euros. Donc, tous les gens qui détiennent moins de 1 million, jusqu'à 1 million, ne sont pas taxés. De taxer, il propose à 1% le stock de patrimoine au-delà du 1 million et jusqu'à 5 millions. Donc prendre 1%, soit 10 000 euros, de ce stock-là. Et ensuite, au-delà de 5 000, prendre 2%. Donc vous voyez qu'on a des taux d'imposition, somme toute, assez faibles. On ne taxe pas en dessous du 1 million, 1% entre 1 million et 5 millions et 2% au-dessus. Cependant, c'est des taux d'imposition donc qui chaque année, on impose à cette hauteur-là le stock de capital. Donc première idée, imposer le stock. Deuxième idée, il faut que ce stock de capital il prenne en compte tout type d'actifs. Ce qui n'est notamment pas réellement le cas aujourd'hui de l'ISF, pour lequel effectivement, notamment, il y a beaucoup d'actifs qui échappent en fait à la prise en compte. On pense notamment aux actifs dits professionnels, où on n'arrive pas bien à définir si les gens ont ou non une réelle activité dans les entreprises pour lesquelles ils possèdent des actions. Donc tous les problèmes, effectivement, des nombreuses niches fiscales, effectivement. Bouclier fiscal de la loi TEPA. Et sans parler, effectivement, on pourra y revenir après, des politiques qui sont menées en la matière. Mais donc, que les capitaux soient immobiliers, financiers ou professionnels, il faut que tous les capitaux soient pris en compte et que l'assiette fiscale sur laquelle on taxe ce stock contienne tous ces capitaux-là. Piketty nous dit le but, ce serait pas tant de dégager des recettes fiscales. Il dit néanmoins que ça pourrait s'élever à 3 ou 4 points de PIB, donc ça pourrait faire quand même un certain niveau de recettes fiscales, mais il dit que c'est pas le but. Il dit vraiment il y a deux objectifs à mettre en place un impôt sur le stock. Le premier, c'est effectivement faire contribuer à hauteur de ce qu'on possède les individus, à hauteur de ce qu'ils possèdent, parce que effectivement on peut augmenter, et c'est bien de le faire, les taxations sur les revenus du capital, mais en fait on n'arrive pas à les taxer, ces revenus-là. Donc c'est le stock qu'il faut taxer. On n'arrive pas à les taxer, notamment pour des questions assez légales, mais prenez un individu qui possède 10 milliards d'euros, sachant que Liliane Bettencourt, on a dit tout à l'heure, sa fortune elle s'élève plutôt à 25-30 milliards d'euros. Mais donc quelqu'un qui aurait 10 milliards d'euros avec un taux de rendement du capital R de 5%, comme on a vu que c'était à peu près effectivement le cas, donc ce capital, il va générer des revenus du capital du coup de 500 millions d'euros.
chaque année. 500 millions d'euros, le commun des mortels ne se rend pas forcément compte, mais en fait, c'est beaucoup d'argent. Et tant d'argent qu'il est difficile, même en vivant avec beaucoup de goût, beaucoup d'élégance, de les dépenser en une année. Donc, quand on a un revenu du capital de 500 millions d'euros, on n'est pas obligé de le rapatrier sur son compte en banque. On peut le laisser et le réinvestir immédiatement dans la société qui a généré ces revenus du capital. Et c'est tout à fait légal. Mais du coup, on arrive à des situations où finalement le revenu fiscal déclaré par les individus représente 1/100 de leur revenu économique. Donc on peut bien augmenter la taxation sur ce revenu-là. Finalement, on arrive très peu facilement à l'appréhender. D'où l'intérêt de taxer le stock lui-même et non pas les revenus qui, eux, sont effectivement difficilement, et en toute légalité, difficilement attrapables. Donc il faut appliquer cet impôt progressif sur le patrimoine pour faire contribuer les gens réellement, parce qu'on n'arrive pas par le biais du revenu du capital, et aussi, et Piketty insiste beaucoup là-dessus, pour produire de la connaissance sur les patrimoines. Tout débat dans une société, tout projet collectif se fait par l'imposition. On a besoin de savoir sur quelle base fiscale on va pouvoir s'appuyer pour mettre en œuvre des politiques. Et notamment pour piloter une économie. Pour piloter une économie en cas de crise financière, on a besoin de savoir qui détient l'argent, où est l'argent. Or, aujourd'hui, on a très peu de connaissances sur ces patrimoines. Piketty nous dit, il estime à peu près, en fait, on estime à 10% du PIB mondial l'argent dont on perd la trace. Évasion fiscale, hein. Mais donc il y a 10% du PIB mondial, effectivement, dont on n'arrive pas à localiser. Donc ça fait quand même... Ouais. Oui, Piketty nous dit qu'on serait détenu par la planète Mars. Il y a 10%, on ne sait pas qui les possède. Personne sur Terre ne semble les posséder. Et ça rend effectivement, l'exemple de Chypre par exemple, nous montre que quand on a une crise financière et qu'on ne sait pas, qu'on n'a pas d'informations sur l'identité des détenteurs d'actifs, le montant de leur fortune, on n'a pas la possibilité de prendre des mesures efficaces en fait. Donc sans information honnête, il est très difficile de mener une politique. Donc il faut produire cette information sur les patrimoines pour effectivement pouvoir mener des politiques cohérentes et sur une base fiscale stable. Donc c'est son idée. Et il dit voilà, et donc faire contribuer, produire de la connaissance sur les patrimoines. Et Piketty nous dit en pratique comment ça marche. Il nous dit c'est extrêmement simple et on a les moyens techniques de le réaliser immédiatement. Il faut simplement mettre en place des déclarations pré-remplies, comme on le fait pour les déclarations d'impôt sur le revenu. La déclaration pré-remplie pour Thomas Piketty, elle présente deux avantages. Un avantage de simplicité, c'est quand même très facilitant de ne pas avoir à recalculer, comme pour l'impôt sur le revenu soi-même. Voilà, c'est quand même extrêmement pratique. Deuxième chose, il dit ça pourrait avoir un autre intérêt qui est ce qu'on constate, c'est comme les gens du coup déclarent eux-mêmes les montants de leur patrimoine, on remarque que souvent ils ont tendance à sous-estimer la valeur de leur patrimoine immobilier en moyenne de 10-20%. Donc dans leur déclaration, effectivement, il y a très peu finalement de valeurs qui sont déclarées au-dessus du seuil d'imposition. La plupart du temps, on a tendance à sous-évaluer le patrimoine qu'on possède. Et donc l'idée d'avoir des déclarations pré-remplies pourrait permettre d'éviter cet écueil-là. Piketty nous dit ces informations, on les a en fait. On connaît les propriétés des individus, on connaît le prix des actifs, c'est très facile, les administrations fiscales ont juste effectivement à se mettre d'accord, à se faire circuler les informations et on peut produire pour chaque individu une déclaration pré-remplie d'impôt sur le capital, le stock de capital. Sauf que ça nécessite de prendre aussi en compte le capital que les Français peuvent détenir sur des comptes à l'étranger, évidemment. Donc ça nécessite, et c'est facile, hein, on sait le faire, mais ça nécessite des transferts d'informations entre les administrations fiscales de tous les pays. Piketty nous dit que c'est techniquement extrêmement faisable. Après, il utilise le terme d'utopie pour caractériser son projet, dans le sens où politiquement, c'est vrai qu'on imagine mal, demain, toutes les administrations fiscales du monde se mettent d'accord pour mettre en place un impôt commun et une circulation, effectivement, des informations sur tous les propriétaires des actifs, de tous les comptes qu'ils ont chez eux.
Alors Piketty nous dit c'est une utopie, il nous dit en revanche cette utopie elle est utile. Elle est utile pour 3 raisons. C'est une utopie utile parce que c'est un point de référence à partir duquel on doit juger toutes les autres propositions politiques de réduction des inégalités. C'est-à-dire qu'en fait c'est ça qu'il faudrait faire et ça marcherait. Si on nous propose autre chose et plus on s'éloigne de cette proposition-là, moins on va être efficace. Donc déjà c'est la première chose, c'est que ça peut être un point de repère à travers lequel on peut juger effectivement toutes les autres propositions qu'on nous fait. C'est en ça que l'utopie est utile. Deuxième chose, il dit cette solution-là, elle a le mérite quand même d'être pas irréalisable, même dans un cadre libéral. Ça ne nécessite pas du tout de fermer les frontières. Ça ne demande pas de remise en cause réelle du fonctionnement de nos économies ou de la mondialisation. Et dernière chose que Piketty nous dit, c'est qu'on n'est pas obligé de la mettre en place effectivement d'emblée au niveau mondial. On peut tout à fait imaginer mettre en place, peut-être d'abord à l'échelle européenne, même si effectivement on voit que c'est pas encore évident politiquement là que ça se fasse, mais qu'effectivement on peut imaginer mettre en place cet impôt-là sur le stock, d'abord à petite échelle, et puis ensuite généraliser, pourquoi pas, le procédé. Voilà. Donc son projet de révolution fiscale qui passe donc par une taxation du stock au-delà des taux d'imposition élevés, dont il dit qu'ils ont du sens aussi sur les tranches de revenus les plus élevées.